Le Tech Fest Live. Avec Philippe Regnoux. C'est en direct et en public. Et c'est maintenant. Il est 15h, ravi de poursuivre cet après-midi du Tech Fest Live. Une nouvelle heure de surprise, d'invités, de tech, de sport et évidemment de fêtes. Ici au Alp Expo de Grenoble, on attend pas moins de 20 000 visiteurs. Toujours en forme les visiteurs, est-ce qu'ils sont là ? Ouais, voilà, ils sont là les visiteurs. Dans cette nouvelle heure d'émission, nous allons parler de l'adoption de l'IA en entreprise avec Sébastien Desnoilles de chez KPMG France. On parlera aussi intelligence et technologie avec la star des physiciens et philosophes français Étienne Klein. Il sera également question d'IA dans le jeu vidéo avec Déborah Papiernik d'Ubisoft. Sans oublier les chroniques Tech & Data, Tech & Sport et Tech & Talent. Et Ariane Cronel qui vous fera entrer dans un nouvel épisode de sa série de podcasts Enquête d'avenir. Il y sera question de propriété privée. Est-ce qu'on parlera encore de propriété privée dans 20 ans ? On verra tout ça avec elle tout à l'heure. Mais avant d'accueillir nos premiers invités, que se passe-t-il dans les couloirs, les travées, les stands du Tech Fest cet après-midi ? Laurie Bruno du magazine H30. C'est super sérieux C'est ici, super sérieux. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire des choses sérieuses. Ah ouais, bah super ambiance, hein. Moi en tout cas, je me suis baladée dans les allées et je suis tombée sur un truc beaucoup plus fun. Ah, Un drone avec des bras et des hélices qui vont dans tous les sens, de sorte que le drone peut se rapprocher très près des objets sans risquer de s'écraser. On parle de drone omnidirectionnel. Et alors, j'ai rencontré son créateur, Julien Mellet, qui l'a développé à l'issue de sa thèse au sein du Startup Studio de l'INRIA, qui est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. elle l'a dit sans respirer. Voilà. Mais on peut pas encore l'acheter. L'objectif, par contre, c'est de le développer sur des sites industriels pour faire des tâches de maintenance en seulement quelques minutes. Alors, je te donne un exemple. Il peut faire de l'inspection d'éoliennes grâce à un capteur ultrasonique, des tâches qu'un drone classique ne pourrait pas accomplir au risque de se cracher dans les pales, tout simplement. Et alors, il a une petite singularité. On écoute tout de suite. Du coup, le drone, il a la particularité d'être piloté avec une manette avec retour haptique, qui permet d'avoir un contrôle intuitif et d'ajouter le sens du toucher à l'opérateur pour pouvoir être plus réactif dans les tâches d'inspection physique. C'est technique, Ouais. voilà. Une manette haptique et même une petite pointe d'IA pour mesurer l'état du drone. Et alors, une dernière info coulisses avant de vous laisser. Ah, Julien m'a révélé le petit nom qu'il a donné au drone. Et alors, tiens-toi bien, je me tiens. c'est Anandgera. C'était un oiseau préhistorique. Alors voilà, allez-y, allez voir ce drôle d'oiseau, sans mauvais jeu de mots. C'est sur le stand de l'INRIA. Merci Laurie, on te retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau clin d'œil dans les coulisses de ce Tech Fest 2025. Cette année, on ne peut pas faire l'impasse sur l'intelligence artificielle. Non, sur ce Tech Fest. Mais est-elle réellement adoptée par les entreprises françaises ? On fait le point avec Sébastien Desnoilles, associé technologie, stratégie et transformation chez KPMG France. On l'accueille. Sébastien. Bonjour Philippe. Ça va ? Installez-vous Sébastien. Alors Sébastien, vous avez près de 25 ans d'expérience en transformation, en gestion de systèmes d'information. Vous avez eu l'occasion de piloter des grands projets informatiques. La question là, elle va peut-être être un peu brutale, mais qu'est-ce qui a changé en 25 ans ? Alors, qu'est-ce qui a changé en 25 ans ? C'est de multiples technologies qui sont arrivées et avec la dernière en particulier qui est autour de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le grand changement. Mais avant, il y avait eu des modernisations, il y a des projets de RP, on parlait d'automatisation avec du robotic process automation. Voilà, c'est la vague. Vous sentez quand même une accélération des changements, des transformations ces dernières années. Tout le monde semble dire ça. Est-ce que vous le sentez aussi, vous qui Alors, avez il y été a clairement une accélération, une volonté d'aller plus vite dans l'adoption de ces différentes technologies digitales. Mais ensuite, il y a un certain nombre de freins et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Oh que oui. Chaque année, vous publiez une étude sur les enjeux des directeurs de systèmes informatiques, les fameux DSI, et vous vous penchez en particulier cette année sur l'impact donc de l'IA dans 4 communautés professionnelles: ressources humaines, informatique, marketing et finance. Si on doit résumer le dénominateur commun qui attend cette année, en 2025, c'est 4 métiers. C'est quoi ? Décloisonnement de l'architecture informatique, plus de sécurité, c'est quoi ? Alors, il y a un peu de tout ça, Ouais. mais déjà, le premier enjeu, c'est de se dire quels sont les cas d'usage qui sont pertinents pour chacun de leurs métiers. Évidemment, il y a des cas d'usage qui sont un peu transverses. On voit qu'il y a l'adoption, le déploiement de ChatGPT, plus ou moins sécurisé, Les bots, ouais. que tout le monde connaît pour faire des comptes rendus de réunion, préparer des mails, etc.
Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir sur un certain nombre de métiers comment l'IA pouvait être adoptée. Et là, on voit qu'il y a des niveaux de maturité qui peuvent être différents. Clairement, au niveau du marketing est probablement l'une des fonctions La plus avancée, non? les plus avancées. Ouais. Clairement, La plus il y a en retard? Pardon? La plus en retard, ce serait? La plus en retard, alors ça peut être les ressources humaines et finances parce que elles sont amenées à gérer en fait des cas d'usage qui sont plus sensibles. Si on parle des ressources humaines, vous gérez de la donnée personnelle. Il y a une sensibilité, en particulier en Europe, par rapport à l'AI Act. Mais clairement, c'est le marketing qui est en avance. Alors, dans le marketing, il y a la révolution de l'IA générative, en particulier de tout ce qui est création de contenu, vidéo, texte, images. Et ça, c'est vraiment un gain. Et ça a même un impact aujourd'hui, puisque ça redéfinit la relation entre les directions marketing et leurs agences de communication avec des gains. Donc ça, c'est clairement le cas d'usage qui arrive. Alors, il y a l'hypersegmentation qui est des cas classiques. Dans le métier de l'IT, vous avez aussi tout ce qui est l'aide à la génération du code informatique. Au-delà de la vitesse, et comment je produis un code de meilleure qualité. Et donc ça peut être un facteur d'accélération. Ça veut dire que demain, les équipes informatiques peuvent développer plus rapidement un certain nombre de solutions. Mais ce qu'on semble aussi remarquer, et notamment sur les IT, c'est que l'enjeu peut-être pour les entreprises, et notamment pour les DSI, pour les directeurs de services informatiques, c'est de vraiment essayer d'unifier les architectures, justement, systèmes. C'est un peu ça aussi que vous notez de votre bord? Alors, il y a l'enjeu d'unifier, et quelque part, l'IA, son carburant, c'est la donnée. Ouais. La donnée est partout. La donnée est partout, et comment cette donnée, j'arrive à la faire circuler le plus rapidement possible dans toute l'entreprise. Si je veux faire demain des prévisions avancées sur mes ventes et ce que ça va me produire, il faut que je croise mes données de vente, mes données de logistique, de supply chain et mes données financières. Donc ça, c'est le gros du sujet, et c'est probablement un des premiers freins aujourd'hui à pouvoir déployer massivement de l'IA qui soit différenciante. On peut expliquer le retard, justement, parce que là, le taux d'adoption des entreprises, de l'IA dans les entreprises européennes augmente. En France, il est encore de moins de 30%. Est-ce que c'est un de ces freins-là qui explique un tel retard d'adoption? Là, vous avez un peu ce frein-là. Ouais. Après, aujourd'hui, se pose la question du retour sur investissement. Sur l'IA, comme souvent, on a fait, comme toute nouvelle technologie, on fait des proof of concept, mais c'est comment, à un moment, je déploie massivement. Et je suis pas sûr que les entreprises européennes soient plus en retard que des entreprises classiques américaines. Quand on discute avec nos collègues, c'est pas forcément si on avance que ça, etc. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le cas aussi. Oui, le taux d'adoption est très faible. Hormis les acteurs des secteurs financiers, évidemment le métier de la tech, etc., qui ont fait des gains de productivité énormes. Et les PME, c'est pas le cas. Les PME dans l'industrie, etc., ils sont pas forcément beaucoup plus en avance. Donc parce que tout le monde a ce sujet de mon retour sur investissement. Le retour sur investissement se pose la question du coût. Alors, il y a des montants astronomiques sur potentiellement de mettre en place un modèle d'IA générative, mais en même temps, les coûts vont peut-être fortement baisser dans les années à venir, puisqu'il y a quasiment toutes les semaines une nouvelle révolution, une nouvelle offre. La fameuse loi de Moore. Oui, c'est une forme de loi de Moore accélérée. Et ensuite, ce que nous disent les entreprises, c'est que vous avez un vrai enjeu aussi d'adapter vos processus, vos pratiques métiers pour pouvoir tirer parti de l'IA. Et ça, c'est le deuxième frein aussi à démontrer des retours sur investissement. Et après, il y a une forme aussi de résistance au changement un peu classique qui peut être encore peut-être plus importante parce que l'IA, quelque part, va peut-être transformer de façon encore plus radicale un peu nos quotidiens professionnels. Des peurs comme ça, des peurs des fois qui sont partagées, puis même un changement véritable d'habitude de travail. Et sachant que ce qui est spécifique à la technologie de l'intelligence artificielle, c'est que demain, on va déléguer la prise de décision à une intelligence artificielle. Et c'est ça qui est peut-être différent par rapport aux autres technologies digitales. C'est dans quelle mesure je suis demain prêt à déléguer une prise de décision à une intelligence artificielle. Et quand je dis dans la résistance au changement, ça peut être ça demain qui peut être encore plus important. Parce que là, on revient à un sujet qui est éminemment humain, c'est comment je prends une décision. S'adapter. En 2025, petit dernier mot, si on doit résumer le mot d'ordre, c'est mieux orchestrer les processus technologiques, commerciaux au sein des organisations, une meilleure orchestration pour offrir aux équipes informatiques et commerciales une plus grande visibilité, un meilleur contrôle.
Alors, ça passera par ça. Clairement, la priorité, c'est le passage à l'échelle, Ouais. en tout cas sur ces sujets d'intelligence artificielle et tout ce que ça tire effectivement derrière en termes de modernisation, transformation du système d'information. Éviter le fameux syndrome de l'architecture spaghetti, là, on entend Ouais. de plus en plus parler. Merci Sébastien Desnois. Je rappelle, vous êtes associé technologie, stratégie et transformation chez KPMG France. Merci beaucoup. Alors, on parle de connecter, tiens, on parle de connecter les architectures systèmes. Eux, ils ont pour mission de vous connecter. Eux, ce sont nos amis de Polypus, Bertrand Caron, Gaël Soula. On les accueille au plateau avec la musique des bronzés, toujours. Voilà, vous pouvez les applaudir. Voilà. Oula oui. Ah bah merci beaucoup, vous pensez à nous, hein. C'est bien, on va pouvoir partager ça avec tout le monde après. Merci les amis d'avoir pensé à nous. Prends des forces, Philippe, tu parles beaucoup. Ah oui, exactement. Alors vous avez donc pour mission, je rappelle, depuis ce matin, de connecter le maximum de visiteurs du Tech Fest 2025 sur le pavillon de la Digital League. Et ça fonctionne bien, la preuve, il y a un nouveau duo connecté, Gaël. Effectivement, j'ai croisé là dans les couloirs du salon donc Guillaume, qui est Salut, Guillaume. Bonjour à tous. Qui est le plus grand des deux. Donc Guillaume m'a fait part d'un projet très sympathique dans le monde industriel et dans le monde des jeunes entreprises industrielles, puisqu'il va lancer un concours industriel pour promouvoir les industries en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Effectivement, bonjour, merci Bonjour. à tous, merci Bertrand, merci Guillaume, c'est quoi ce concours? Alors justement, comme disait Gaël, leur métier c'est de connecter les gens et nous c'est de les accompagner dans leurs défis. Et on peut imaginer que qu'un entrepreneur c'est une forme d'explorateur et nous notre métier c'est de les accompagner là-dedans. Et dans cette dynamique, l'idée c'est justement de créer un concours pour générer une dynamique autour de cet accompagnement. Et alors vous avez rencontré quelqu'un qui est justement, intéressé par participer au concours? Exactement, j'ai croisé Gilbert. Alors Gilbert, on se connaît depuis longtemps, on s'était pas vu depuis quelques temps. Ah bah ça aide le Tech Fest. Et le Tech Fest ça aide beaucoup pour ça. Et l'idée, c'était justement de lui passer la parole. Eh ben, on va lui passer la parole. Voilà, on passe le micro. Allez, Gilbert. Oui, bonjour, Gilbert. Donc, je dirige une entreprise industrielle, justement, qui innove à longueur de temps. C'est laquelle l'entreprise? Qui s'appelle Delta Concept. Super. Qui conçoit et commercialise des mécanismes actionnés thermiquement, sans électronique, sans apport d'énergie, entièrement autonomes pendant des dizaines d'années, des millions de cycles. C'est génial. Donc, on a un petit secret là-dessus. Et à l'occasion de développement de nouveaux produits, justement, on a trouvé le moyen de s'entraider avec Guillaume. Waouh. Donc ça va le concours, hein, c'est ça, hein, vous avez participé au concours. Exactement, voilà, c'est le concours qui veut porter ces entreprises et ces belles initiatives. C'est beau les belles histoires, merci de nous amener des belles histoires les gars. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure, Bertrand, pour un autre duo connecté grâce à vos bons soins. Et pour ceux qui veulent matcher, c'est direction la Digital League, hein, c'est ça Bertrand? Exactement, sur le stand de la Digital League pour connecter. Eh ben merci. N'hésitez pas, et pour les prochains invités, n'hésitez pas, c'est pour vous. Eh ben voilà, merci d'avoir pensé à nous, hein. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci beaucoup les amis de Polypus et merci à ce duo connecté. Et pour connecter, il faut aussi savoir gérer l'information de nos partenaires pendant qu'ils passent évidemment devant la caméra. Gaël, il a pas, voilà, il sait. Voilà, on va connecter et on va gérer l'information de nos partenaires autant que les nôtres. Comment on fait? Eh ben, on vous dit tout. C'est l'heure de la chronique Tech and Data avec nos amis des Verial. C'est parti. Salut Laurent, re-salut. Eh ouais, de nouveau. Toujours en forme Laurent. Laurent Rousset, directeur du digital chez Verial. Nouvelle chronique Tech and Data sur ce Tech and Fest 2025. On continue donc à parler d'IA et de DSI. On en parlait à l'instant avec Sébastien Desnois. La DSI transformationnelle, elle va être au cœur, on l'a compris, de toutes les attentions cette année. Écoute, complètement. Déjà, la DSI, elle est en première ligne de ce qui se passe. Elle est en frontale, elle subit les évolutions technologiques et donc son rôle change. Pourquoi son rôle change? Parce que l'IA, finalement, c'est plus qu'un outil technologique, c'est un levier d'innovation. Et ce levier d'innovation, il rebat les cartes de l'innovation. Pourquoi? On est dans un changement de contrôle. Jusqu'à présent, finalement, on demandait aux utilisateurs qu'est-ce que vous voulez? Et puis, il y avait un joli cahier des charges, on y va. Aujourd'hui, l'IA, c'est on ne sait pas ce qu'on peut faire avec. On est en train de découvrir, on est un peu comme des apprentis sorciers avec ce nouvel outil. Et comment faire aujourd'hui, quand on est une DSI, pour dire cas d'usage par cas d'usage, je vais vous apporter de la valeur. Et l'outil aujourd'hui, finalement, on doit se trouver devant une DSI adaptative parce que tous les 3 mois, toutes les 3 semaines, tous les 3 jours, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Donc, on doit adapter les choses, repenser les choses et donc devenir réellement l'orchestrateur pour porter cette valeur de l'IA parce qu'on est face au métier et que les choses bougent très, très vite. Typiquement, il n'y a pas très longtemps, sur un document, vous étiez obligé de modéliser, travailler champ par champ. Aujourd'hui, l'IA prend le document, lit, extrait, fournit de l'information et on passe de la donnée brute
à l'information, à la décision. C'est-à-dire, a-t-on besoin d'Excel demain? J'en sais rien. En tout cas, la DSI, elle est face à ça, face à des métiers qui sont dans l'opérationnel, et donc elle devient transformationnelle parce qu'elle les aide à se transformer. La fameuse architecture, on va en parler justement, on va continuer d'analyser tous les impacts de cette DSI transformationnelle avec un acteur qui est bien au fait de ces enjeux puisqu'il s'agit du cabinet comptable Underlane et on reçoit son CIO Stéphane Billot. Merci d'être avec nous Stéphane. Bonjour. On parle donc avec Laurent de DSI transformationnelle, ça tombe bien car vous êtes Stéphane, un spécialiste dans l'ingénierie des systèmes complexes. Cette DSI transformationnelle qui fait appel aussi bien à la technologie, à l'organisation, à la stratégie, ça prend quelle forme concrète chez vous, cette nouvelle approche donc de la direction des services informatiques? Comment ça se passe dans votre cabinet comptable? Aujourd'hui, comme disait Laurent, donc on passe d'une DSI traditionnelle, donc qui est orientée vraiment très technique, très matérielle, où on est peu agile aussi face au métier, on connaît pas les enjeux business, vers une DSI plutôt transformationnelle où on est vraiment partenaire en fait au métier. Donc on copilote la stratégie avec le métier, d'où l'intérêt aussi d'avoir une organisation qui vraiment accompagne cette transformation-là, avoir des gens qui sont vraiment spécialistes dans les problématiques aussi métiers, pouvoir aussi avoir une culture, ce qu'on appelle data-driven aussi, parce qu'on sait très bien que la création de valeur aussi en interne passe par la data. Et on le voit très bien aussi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et j'ai entendu aussi les interventions précédentes. On disait la data, c'est le carburant aussi de l'IA. Et donc tout l'enjeu, il est là. Vraiment aller capter la data et aller vraiment sur cette transformation pour créer de la valeur. Mais ce qu'on comprend aussi, Stéphane Billot, c'est que les enjeux de technologie et notamment d'IA, c'est pas forcément uniquement et essentiellement de la technologie ou des problèmes IT, c'est aussi de l'organisationnel. Hein. C'est ce qu'on comprend quand vous parlez de connaître effectivement les réalités métiers, c'est l'homme, c'est l'humain. Absolument. C'est pour ça, nous, dans notre approche aujourd'hui, on passe en fait par nos collaborateurs. Donc il faut qu'on cherche aussi à détecter les bons cas d'usage aussi, parce que l'idée c'est de ne pas déployer que l'IA, d'aller vraiment chercher les bons cas d'usage avec un bon ROI derrière qui est assez solide et qui crée de la valeur. Donc c'est vrai que l'humain il est au centre en tout cas de notre transformation et l'intégration de l'intelligence artificielle au sein d'Andalen. On est curieux parce qu'on a tous un comptable autour de nous, on a tous des cabinets comptables qui travaillent pour nous. On essaie de savoir qu'est-ce que ça a changé pour vous quotidiennement, au quotidien dans votre cabinet, le fait d'intégrer l'IA. Un exemple. Aujourd'hui, les collaborateurs, ils savent très bien qu'il y a un potentiel derrière l'IA. Après, il faut savoir aussi accompagner. Donc, on est vraiment dans la conduite de changement aujourd'hui pour pouvoir vraiment structurer, accompagner cette nouvelle technologie chez nous. Donc, par rapport à la DSI, on passe en fait d'une DSI, encore une fois, traditionnelle où on est orienté vraiment solutions technologiques vers une DSI où on est vraiment dans la co-innovation. Donc, on co-innove avec nos partenaires. Avec les différents métiers. On est plus du coup dans la structuration aussi de cette démarche. Et si je prends en fait un exemple aussi du terrain, aujourd'hui nos collaborateurs sont plus orientés vers le conseil et vers l'analyse stratégique. Donc au lieu d'aller passer du temps en fait sur des tâches qui sont moins valorisantes pour eux, et donc ils se concentrent vraiment sur le cœur de leur métier, qui est vraiment le conseil. D'où d'ailleurs aussi le choix stratégique qui a été fait aussi par la direction d'Andalen de se présenter autant qu'une société conseil et non pas en fait comme un cabinet traditionnel d'expertise comptable. C'est un peu effectivement la révolution que vous vivez dans votre métier qui est partagée. On voyait ça aussi avec Sébastien Desnoyers et Laurent nous le rappelait il y a quelques minutes. La DSI doit prendre un rôle de chef d'orchestre sur le pilotage de la création de valeur par l'IA. Faire matcher les équipes informatiques, commerciales, les métiers, comme vous le disiez, c'est quelque chose qui a été naturel pour votre direction des services informatiques ou bien ça a demandé une courbe d'apprentissage et qui est peut-être encore en cours? Alors je dirais un peu les deux, parce que déjà avant l'arrivée de l'IA, nous on a déjà enclenché cette démarche en fait d'être business partner et d'être vraiment au cœur de la stratégie. Et donc c'est vrai que l'IA aujourd'hui c'est un accélérateur pour nous pour pouvoir vraiment renforcer notre rôle aussi de chef d'orchestre. Donc on a cette démarche qu'on a déjà entamée en interne, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la maîtrise totale aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que le domaine de l'intelligence artificielle c'est en constante évolution. Donc il faut qu'on accompagne aussi déjà
fois nos équipes aussi en interne pour pouvoir comprendre les enjeux et encore une fois aussi comprendre les impacts et notamment un sujet qui est important que j'ai pas encore mentionné pour l'instant, c'est vraiment la confiance numérique. Ouais. Parce que on parle toujours de l'IA, de la donnée, mais il faut aussi qu'on agisse également sur la confiance numérique. Donc s'assurer aussi qu'on a vraiment mis en place toutes les briques aussi liées à la cybersécurité qui nous permettent vraiment d'aller vers cette création de valeur en toute confiance. Que ce soit pour les équipes en interne, les collaborateurs en interne, mais aussi donner cette confiance aussi vis-à-vis de nos clients et donc pour l'externe également. C'est un sujet majeur, on l'a pas du tout abordé évidemment, et puis on n'aura pas le temps de rentrer dans les problématiques de cybersécurité, mais ça reste effectivement une des problématiques phares auxquelles sont confrontés les décideurs, notamment j'imagine vos clients. Est-ce que vous sentez que vos clients, pour eux, c'est aujourd'hui un enjeu de s'adapter à ces contraintes-là? Est-ce que votre rôle conseil les rassure d'une certaine manière? Vous n'allez pas me dire le contraire, mais enfin, de quelle manière vous les rassurez? Absolument. Donc, on est dans une démarche aussi d'intégration progressive et pragmatique, que ce soit en interne, mais aussi vis-à-vis de nos clients. Donc, on essaye du coup de mettre en avant aussi ce qu'on arrive à faire avec l'IA et quels sont les points de vigilance aussi que nos clients sur lesquels ils doivent s'arrêter aussi pour bien comprendre et bien exploiter aussi le potentiel de l'IA derrière. Donc, on est bien aussi dans notre rôle et c'est d'ailleurs aussi grâce à nos partenaires comme Evarial qu'on arrive vraiment à pousser cette expérience digitale derrière pour nos clients finaux quoi. Il faut des Evarial, esprit de collaboration, c'est ça la clé. Merci Stéphane Billot, je rappelle vous êtes CIO du cabinet comptable Anderlein. À tout à l'heure Laurent. Merci. Merci d'être avec nous pour ce Tech Fest Live 2025 depuis l'Alpe Expo de Grenoble où on parle de technologie et d'intelligence avec l'un des scientifiques et philosophes préférés des Français, Étienne Klein. On l'accueille s'il vous plaît. Bonjour Étienne. Mon prof c'était Platon, j'ai fini par préféré. Il me demande est-ce que je suis préféré. Est-ce qu'il n'est pas le préféré? Ben voilà, il a son fan club en plus. Voilà. Et j'oublie producteur de radio évidemment. Alors Étienne Klein, vous étiez ce matin sur la grande scène du Tech Fest pour parler d'innovation, mais d'innovation versus progrès. Ça veut dire quoi Étienne Klein? Innover, circuler? Non, ça part d'un constat que chacun peut faire et qu'en l'occurrence, à l'Académie des technologies, on a fait avec un logiciel, on compte l'occurrence de certains mots dans les discours publics. Pas dans les réseaux sociaux, mais dans les discours officiels, politiques, institutionnels. Et on a vu que le mot progrès, qui a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule, a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à décliner en fréquence à partir de 1980. Au moment où réapparaît dans la langue française un très vieux mot qui avait été complètement abandonné, le mot innovation. Le croisement du progrès qui descend et de l'innovation qui monte s'est fait en 2003. Et aujourd'hui, le mot progrès, il a complètement disparu. Donc on pourrait dire c'est pas grave, on a changé un mot pour un autre, qui est presque son synonyme. C'est pas qu'un changement de sémantique, on est bien d'accord avec Klein. Et en fait, quand on regarde les choses en détail, on s'aperçoit, je le dis à gros traits, que l'idée de progrès s'appuyait sur l'idée que le temps qui passe est constructeur. Il est complice C'était le positivisme, hein, c'était assez hegelien, on va le dire. Le temps est notre allié. Ouais. Plus de temps aura passé dans le futur, mieux ce sera. Alors que nos discours sur l'innovation s'appuient sur l'idée d'un temps corrupteur. Le temps dégrade les situations, augmente la gravité des défis, et l'innovation est ce qui permet de maintenir le monde. Et c'est pas tout à fait le même message. Ouais. Donc moi je pense que on devrait plutôt soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire la faire progresser en tenant compte de ce qu'on a appris depuis le siècle des Lumières. Dans la philosophie des Lumières, il y a des naïvetés qu'on a vues par la suite, que l'histoire a démontrées. Et si on les intègre dans une nouvelle façon de penser le progrès, on en fera à nouveau une notion plus porteuse. Ouais. En fait, il faut savoir pourquoi on innove en un mot, mais il faut aussi savoir pourquoi en 2 mots on innove. Quelle est la finalité? Et on voit que les étudiants, ils posent la question. Quand on veut les embaucher, ils disent mais pourquoi je dois travailler? Quoi le but? Et il y a la notion aussi de rupture. De plus en plus, on parle de technologie de rupture, on parle de cette notion qui semble rejoindre ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire, on n'est plus dans une progression linéaire d'une certaine manière. On est dans et c'est notre ami Ariane Cronel qui nous en parlait tout à l'heure, dans des crises permanentes. On est dans cette réactivité-là, on a l'impression à la rupture permanente. De toute façon, l'idée de progrès met la société en crise en permanence, puisqu'elle invite la société à se comparer à ce qu'elle pourrait devenir en mieux.
Et donc, on est constamment en crise. Mais j'entendais le débat précédent, on parlait de l'IA. L'IA, c'est vraiment une innovation de rupture. Ça touche quasiment tous les métiers, y compris des métiers qu'on croyait protégés de la concurrence technique, comme les métiers intellectuels. Et on voit qu'en fait, ce sont les premiers touchés. Et on va y venir sur ces métiers intellectuels parce que donc vous êtes mis à contribution sur ce Tech and Fest 2025 puisque vous avez aussi donné une masterclass sur l'intelligence à l'ère de la tech. Je n'en peux plus. Il n'en peut plus. Voilà, c'est un moment de témoignage très fort que vient de nous livrer Étienne Klein. Il n'en peut plus. Alors, il y avait du gâteau là. Pourquoi on a enlevé ce gâteau? En deux mots, ça se résume comment? Est-ce qu'il faut plus que jamais cultiver différentes formes d'intelligence? On parlait justement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut au contraire se dire il faut aller vers toutes les intelligences possibles et leur donner une place? Alors le mot intelligence dans IA, c'est le mot anglais. L'intelligence, c'est la gestion des données, le traitement de l'information. L'intelligence en français, c'est aussi la capacité de discernement, la capacité à argumenter, à distinguer le vrai du faux, à faire des expériences de pensée, à inventer des concepts. L'esprit critique. À avoir de l'esprit critique. Ce que l'IA n'a pas. Donc l'intelligence humaine a une spécificité. C'est pour ça que moi, je préférais parler d'une intelligence autre que d'une intelligence artificielle. Mais c'est un détail. En fait, prenez l'exemple du 19e siècle. On invente la photographie. Donc, les artistes peintres sont face à une concurrence technique. Ils faisaient des portraits de personnages ou bien des paysages, et la photo fait la même chose. Eh bien, soit ils rendaient les armes, soit ils inventaient une nouvelle façon d'être peintre, ce qu'ils ont fait en inventant l'abstraction. Ben là, c'est la même chose. Est-ce qu'on va déléguer notre activité intellectuelle aux machines, auquel cas on va démuscler nos cerveaux, ou bien est-ce qu'au contraire, par un essor de l'esprit, on va travailler et cultiver ce que nous pouvons faire que les machines ne peuvent pas faire. À mon avis, on est à la croisée des chemins là. Mais est-ce qu'on est bien lancé quand même? Parce que on a l'impression aujourd'hui que l'intelligence, c'est un peu devenu un gros mot. Est-ce qu'on a peur de l'intelligence? Est-ce que justement on se réfugie pas derrière des intelligences artificielles pour éviter de regarder nos intelligences en face? C'est une très bonne question parce que, en fait, ces machines, ce sont des humains qui les ont fabriquées. Ils devraient donc être fiers d'avoir fabriqué des machines aussi performantes. Mais vous avez raison, dans beaucoup de cas, on observe, notamment chez les élèves ingénieurs qui se sentent dominés par la complexité de la technologie, ce qu'on pourrait appeler une honte prométhéenne. C'est-à-dire l'ingénieur se sent dépassé par ce qu'il produit, et donc éprouve un sentiment d'imposture. Et je pense qu'il va falloir travailler autour de tout ça pour que l'IA et la technologie en général deviennent plus pédagogiques. C'est-à-dire, vous avez remarqué une chose étonnante, c'est que plus un objet technique est complexe, téléphone portable, etc., moins il y a besoin de savoir comment ça marche pour le faire marcher. Et donc on pourrait dire que la technologie, en étant très conviviale, nous éloigne de la science. Et ça, c'est pas bon. Et elle nous contraint une certaine paresse intellectuelle. On peut redonner le goût de l'intelligence comment? En deux mots, c'est le dernier mot de la fin. En donnant l'occasion d'éprouver des joies intellectuelles. Les joies intellectuelles, ça veut dire se poser un problème. Et avant de chercher la réponse sur Google ou sur ChatGPT, discuter, réfléchir, partager, interpeller les experts. Et on finit par comprendre. Et ça provoque une joie qu'aucune autre activité ne peut donner. C'est Spinoza, ça. La joie. C'est ça. Allez. Merci Étienne Klein. On rappelle directeur de recherche au CEA, vulgarisateur scientifique et co-auteur d'une très récente bande dessinée autour de la figure du parcours d'Albert Einstein. L'éternité béante, ça s'appelle. Et si Einstein revenait, c'est aux éditions Futuropolis. Merci beaucoup Étienne Klein. À tout de suite. On parle recrutement et marque employeur. Bah oui, c'est l'heure de la chronique Tech and Talent avec nos amis de Fauve. Alors, deuxième chronique Tech and Talent de la journée avec Nicolas Dessilvestres de Fauve, qu'on a plaisir à retrouver. Salut Nicolas. Salut. Il est de plus en plus en forme là, c'est ça, il a dû manger du gâteau lui aussi. Pour cette deuxième chronique, on va parler de transformation digitale et des nouvelles approches compétences que ça requiert. Tiens, on n'arrête pas d'en parler. Modestement, je vais essayer de faire le lien avec Étienne Klein, mais c'est intéressant parce que si on prend un petit focus en arrière, on se rend compte... On va rapprocher un tout petit peu le micro. Pardon. On cherchait avant des experts techniques, des profils ultra spécialisés dans le recrutement. Alors qu'aujourd'hui, il faut des talents qui sont capables d'être très agiles, de collaborer vite et de s'adapter à des environnements évidemment incertains. Bonjour à Donald. En d'autres termes, les compétences humaines et les qualités relationnelles sont devenues aussi stratégiques que les compétences techniques. Et en fait, il suffit plus de recruter sur le CV et sur les diplômes. C'est sûr qu'on peut avoir un candidat qui va tout de suite collaborer, qui va tout de suite faire le job, mais ensuite, est-ce qu'il va communiquer avec les autres, est-ce qu'il va communiquer et s'intégrer dans les équipes? Ça, c'est plus compliqué. Et la clé, en fait, c'est d'identifier des candidats dont les valeurs vont résonner avec celles de votre organisation.
On peut être excellent techniquement, mais si l'intégration se passe pas bien, la personne, elle restera pas. Dans ce contexte, on a un concept qui est arrivé en 2003, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle l'Open Innovation et qui va élargir le cercle de la R&D dans l'entreprise. On est sur un cercle qui est beaucoup plus ouvert avec une collaboration interne-externe, des autres entreprises, des autres partenaires. Et donc, quand on applique ça au recrutement, ça signifie que l'innovation ne doit plus être le seul fait d'un département dédié. Et donc, on doit être dans la co-création. Ça, c'est vraiment intéressant. Et comment on fait sur la partie recrutement? En fait, il faut formaliser ce qui fait notre ADN de notre entreprise. Et il faut l'intégrer dès le process de recrutement, en posant des questions qui révèlent des comportements et des motivations. On va mettre en pratique le candidat, on va le mettre en situation et on va voir comment il réagit. Et on voit s'il réagit de la même manière que nos collaborateurs. Finalement, le recrutement s'est réussi. Maintenant, c'est devenu un équilibre entre hard skills et soft skills. Et surtout une capacité à évoluer dans un environnement, on va dire, en transformation. Un peu comme une recette. Vous pouvez avoir les meilleurs ingrédients, si les saveurs vont pas ensemble, le plat il sera raté. Et dernier point, plutôt que de demander quelle est votre plus grande qualité, posez plutôt la question dans quel type d'environnement travaillez-vous le mieux et pourquoi. Merci de poser la question, Nicolas. Parlant d'environnement de travail, justement, innovant, on reçoit au plateau du Tech Fest Live Jean-Luc Vecchio, directeur des alliances stratégiques chez Tessie. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, Tessie, faut-il le rappeler, vous accompagnez de nombreuses entreprises dans leur transformation digitale et dans la numérisation de leurs activités. Vous pratiquez donc, vous, l'Open Innovation chez Tessie. Vous avez notamment une Digital Factory. Tiens, il y en a une autre qui a pour nom Innovation et Trust. Innovation et Trust, bon français. Est-ce que vous observez chez vous ce lien vertueux dont on parlait entre Open Innovation et un meilleur développement des compétences requises par le digital? Oui, complètement. Et en fait, on a une obligation qui est de s'adapter à deux vagues de transformation profonde. Transformation digitale, on en est nous-mêmes un acteur. Tous les sujets liés à la durabilité, donc à la transformation de notre offre aussi en profondeur pour accompagner le mouvement. Et donc ça implique en fait un changement des compétences qui est absolument majeur. Complètement. En tant qu'opérateur d'outsourcing, on a un autre impératif, c'est la rapidité. Si on est plus lent que nos concurrents ou plus lent que nos grands clients et qu'on les laisse adopter en fait ces transformations plus vite que nous, on va se faire désintermédier, on va se faire cornériser. Ouais. C'est impossible de, on va dire, faire face à deux transformations pareilles, aussi profondes, avec un impératif de rapidité, tout seul dans notre coin avec nos petits bras. Donc l'open innovation est clairement une des armes favorites. Mais on peut imaginer les bénéfices de cette open innovation pour les talents eux-mêmes. C'est une source de, on va dire, d'émulsion, une source de voilà. Pour les organisations, une organisation comme la vôtre, ça apporte quoi de plus concrètement? Ouais, au-delà du concept, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à mesurer l'impact de ces efforts, de ces investissements dans une démarche d'open innovation. J'ai un exemple qui me vient en tête avec un de nos partenaires clés qui est justement dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur. C'est Grenoble École de Management. On est ici. Ils sont par là. Ils sont là. Voilà, dans leur QG. Ils ont gagné avec deux universités européennes, une en Italie, une en Scandinavie, un programme qui s'appelle Digimi. Et Digimi, et donc nous on est à l'aspiration en tant que mécène de la fondation, très engagé dans une chaire de recherche qui s'appelle Digital Organization and Society. Et en fait, on va pouvoir profiter avec ce programme européen, à l'aspiration de GEM, de deux choses. Un, c'est la définition d'un référentiel des compétences nécessaires dans le domaine de la tech en général, mais plus spécifiquement pour adopter l'IA avec succès. Ouais. Et deux, c'est le design de cursus adapté. À nouveau, si on fait ça tout seul, qui soit vraiment complètement ça va être des enligné. cursus. Complètement. Ouais. Donc, à nouveau, si on fait ça tout seul dans notre coin, on va adresser peut-être, je sais pas moi, 20% du sujet. Là, il y a 3 facs d'envergure internationale qui sont toutes les 3 européennes qui s'associent et qui vont bosser en fait avec des corporates comme nous. On va aller beaucoup plus vite et on va être beaucoup plus dans la finesse. Et du coup, vous pourriez dire que grâce à cette méthode, on va revenir à l'open innovation. Vous recrutez moins, mais vous recrutez mieux. Ça serait ça un peu l'état d'esprit? Oui, c'est pas parce qu'on s'engage dans une démarche d'open innovation qu'on laisse faire les autres. En fait, c'est vraiment accélérer l'amorçage. Ce faisant, j'espère qu'on travaille aussi notre marque employeur dans l'écosystème. Et donc, qu'on aura une force d'attraction plus forte. Mais en fait, oui, on recrute beaucoup. Et parce que la transformation, c'est pas juste l'upskilling de nos propres ressources actuelles. On a aussi une croissance à nourrir. Donc, il faut qu'on recrute. Il faut qu'on soit pertinent dans les jobs qu'on offre et que notre marque attire.
Et recruter les meilleurs à travers ça, évidemment, c'est la clé. La clé aussi pour que tout ceci fonctionne, comme le disait Nicolas il y a quelques minutes, ça reste avant tout le match des valeurs. J'ai bien aimé cette idée de match des valeurs. Outre les compétences technologiques, il faut identifier des candidats dont les valeurs résonnent avec celles de l'organisation. Ça, pour vous, c'est clé aussi? C'est fondamental. J'en profite pour faire un peu de pub sur les 4 valeurs Allez, que de la clés pub, allez. de Tessie. Non, le sens client, l'excellence opérationnelle, c'est assez banal. Quand on commence à mettre du relief sur la confiance, la confiance, c'est pas juste la cybersécurité, c'est aussi dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. C'est pas toujours le plus confortable dans le management au quotidien. Et la dernière, elle met du relief, c'est l'audace. Voilà. Et en fait, effectivement, quand on recrute, on cherche vraiment à tester la présence de ces 4 valeurs, ou en tout cas de l'affinité d'un candidat avec ces 4 valeurs. Et quand, je sais plus quel stratège disait « Culture eats strategy at breakfast », on a intérêt à bien comprendre sa propre culture et à recruter des gens qui sont alignés avec elle, si on veut qu'une stratégie, aussi belle soit-elle sur le papier, puisse être exécutée. C'est ça le mot, et c'est ça le message qu'on va retenir. Merci Jean-Luc Vecchio, je rappelle, vous êtes directeur des alliances stratégiques chez Tessie. Et on rappelle, c'est quoi les 4 valeurs là, les quatre piliers? Allez, on va Excellence voir. opérationnelle, sens du client, confiance et audace. Confiance et audace. Bah, C'est voilà. ma préférée, Tout audace. ce qu'on aime ici au Tech Fest. Merci beaucoup Jean-Luc Vecchio. Et on se retrouve tout à l'heure Nicolas. Merci à vous. Et voilà, il vient en courant, Salut Mathieu. Salut Philippe. Et voilà, c'est le moment qu'on aime tous ici, hein, c'est le moment qu'on aime bien. C'est le temps de notre petit exercice de relâchement musculaire. Alors, qu'as-tu à nous proposer pour nous maintenir en forme et maintenir en forme nos visiteurs? Eh ben, on parlait d'audace tout à l'heure et c'est parfait. On va pouvoir se mettre en route pour bien être en pleine forme. On va venir relâcher sur les côtés. Allez, on relâche sur les côtés. Bien étirer, voilà. Allez, Depuis tout à l'heure, je me balade sur le parcours et je vois les gens qui marchent. D'accord, il faut bien se mobiliser. Voilà. Ça permet de relâcher les jambes, de faire circuler le sang et de garder la santé. On va enchaîner ensuite sur un deuxième exercice. On vient tirer. Allez, on le tire. dos vers soi. Ça permet de relâcher voilà. le dos. Merci et Jean-Luc. garder l'équilibre. On change de jambe. Super, super. Je vous invite à tous le faire. Faut se ça mettre debout. permet de relâcher vraiment les tensions au niveau du dos, de garder bien l'équilibre. Ça fait du bien. Hop, on enchaîne. Et on va faire le dernier, Philippe, en étant en rythme. D'accord, on vient venir trottiner tranquillement. Celui-là, il est dur. Et on vient en même temps relâcher les mains pour faire circuler le sang, certes, depuis les jambes, mais aussi jusqu'au bout des doigts. Et oui, parce que quand on est toute la journée assis derrière un ordinateur, c'est important de bien avoir les mains qui s'activent. On peut aussi les mettre un petit peu en l'air. Allez, on les met en l'air, on y va. On les mettre sur les côtés. Super, il y a une ambiance de fou sur ce plateau, Philippe. C'est excellent, merci Mathieu. Mathieu Andreux, qui est à la recherche de sponsors pour un projet unique. Exactement, et fou. Philippe. Il va enchaîner cette année 3 triathlons parmi les plus techniques au monde. Un défi d'endurance qui mêle natation, vélo, course à pied, avec pour objectif de dépasser les limites physiques imaginables. Et tout ça, ça va faire l'objet d'un documentaire télé absolument époustouflant. Si ce projet fou il vous intéresse, rendez-vous au pavillon de la Digital League. Exactement, Mathieu Andreux vous y attend. Et nous, on se revoit dans À une tout à heure. l'heure. Merci Mathieu. Bon courage. Sur ce Tech Fest 2025, l'intelligence artificielle, elle est sur toutes les langues, elle est sur toutes les scènes. Et s'il y a bien un domaine où l'IA apporte une véritable révolution depuis plusieurs années, c'est celui de la création et du divertissement. Pour en parler, nous accueillons Déborah Papiernik, senior vice-présidente chez Ubisoft. On l'applaudit. On peut l'applaudir. Ah ben voilà, c'est l'après-midi, hein. Pourtant, on a fait du sport. Bonjour Déborah, merci d'être avec nous. Merci d'être là sur le plateau. Alors tout d'abord, est-ce que ça va mieux chez Ubisoft? 2024, on va se le dire, c'était l'anus horribilis. Grève, report d'Assassin's Creed, rumeurs de rachat, tempête boursière. Je sais pas qui vous a acheté un sort, mais sincèrement, vous les avez cumulés. Ça y est, vous avez tourné la page. Ouais, on a un super jeu qui sort en mars. Yes, voilà de la bonne nouvelle, on aime ça. Est-ce que c'est pas un petit peu quand même le modèle qui était à bout de souffle? Je m'explique, cette course à la licence, chaque année, qui impose de sortir un nouveau gros jeu, est-ce que ça brûle pas finalement un peu les ressources? Déborah? Je suis pas sûre que ce soit ça le problème. En fait, le problème, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on doit faire, c'est-à-dire faire des jeux,
les faire bien et puis qu'ils soient peaufinés à la hauteur pour les sortir au bon moment pour les joueurs. Vous avez offert une masterclass en début d'après-midi sur le jeu vidéo comme accélérateur de tendance. Alors là aussi, on dit que le jeu vidéo traverse une petite crise d'identité. La Paris Games Week a été un petit peu révélateur à ce niveau-là pour ceux qui l'ont fréquenté. En quoi le jeu vidéo reste, malgré cette crise-là, cet accélérateur de tendance qu'il a été au début des années 2000? Le jeu vidéo, c'est vraiment un mélange d'art et de tech qui sont deux domaines qui avancent tout le temps. Donc en fait, le jeu vidéo, il s'endort jamais. Et il est à l'avant-poste en fait de toute innovation, qu'elle soit hardware, software, innovation d'usage, innovation artistique. Au croisement de tout ça. Au croisement de tout. Et en ça, en fait, toute innovation est aussi une façon pour nous d'inventer des nouvelles façons de jouer et de nous renouveler. Et on le voit avec l'arrivée de la Wii qui a forcé les gens à se lever de leur canapé. La popularisation de l'écran tactile qui a permis par ces nouvelles interfaces, d'inventer aussi des nouveaux types de jeux. Et c'est pareil avec l'IA. En fait, l'IA, ça peut être des gains de productivité, bien sûr, mais pour de vrai, tout le monde les aura, ces gains de productivité. En fait, c'est juste le sens de l'évolution de la tech. Mais c'est surtout des nouvelles possibilités pour inventer des nouvelles façons de jouer. Et c'est plutôt sur ça qu'on travaille. Le e-sport, la pop culture, c'est l'avenir du jeu vidéo, selon vous? Oui, c'est une partie de l'avenir du jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo est vraiment rentré dans la pop culture. C'est vrai que on l'a vu même au moment de la cérémonie d'ouverture des JO. Les JO, ouais. Et où le personnage est largement inspiré d'Assassin's Creed, le porteur de flammes. Ça, c'est clair, tout le monde l'aura remarqué. Hein. Voilà. Même ceux qui ne jouent pas. On a vraiment passé une étape. Et là où le jeu vidéo, avant, c'était un truc de geek. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de la population qui joue et avec une moyenne d'âge qui a aussi bien évolué. Et on rappelle, le jeu vidéo, c'est 6 milliards d'euros, près de 6 milliards d'euros en France de chiffre d'affaires. Plus de 800 entreprises, dont une centaine rien que dans notre région, il faut le souligner. Ça reste un secteur économique de poids. Hein. C'est la plus grosse industrie culturelle. C'est plus gros que musique et cinéma combinés. Ouais. Vous êtes venu sur ce Tech Fest aussi pour parler de l'IA au service du créateur, de la création. C'était ce matin sur la grande scène. Un petit mot là-dessus. L'IA, c'est un allié ou c'est une menace pour les créateurs? Pour nous, c'est clairement un allié à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, où on en comprend les limites, les biais, les droits, enfin tout ce qui est pas bien dans l'IA, quelque part, dans l'IA générative. Mais c'est un formidable outil à qui on pourra déléguer un certain nombre de tâches pour se concentrer en fait sur là où l'humain a le plus de valeur ajoutée. Ouais. Ça va être des changements de métier, très certainement, mais on en a connu par le passé. Quand la motion capture est arrivée, par exemple, les animateurs, ceux qui font bouger les personnages, ont eu peur, se sont dit oh, on n'aura plus de boulot. Et en fait, non. Ça a réinventé leur métier. Ça a réinventé et ça le rend quelque part plus intéressant parce que justement, eux sont les experts et l'IA fait ce qu'on n'a pas envie de faire. Ou peut aussi être un espèce de partenaire en fait pour nous aider à aller plus vite sur de la créativité. Dès demain s'ouvrent les ateliers de préparation pour le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle de Paris. La ministre de la Culture, Rachida Dati, annonce que la culture y aura toute sa place en défendant notamment l'idée d'une gestion collective des droits d'auteur dans l'IA, comme on le fait avec la SACEM pour la musique. C'est une bonne avenue selon vous pour la défense des droits des créateurs, cette annonce-là? En fait, le jeu vidéo, il est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est très compliqué dans le jeu d'identifier une personne qui serait à l'origine d'une chose en particulier parce que quelqu'un peut venir avec une idée, mais le temps de développement des jeux et la façon et la place de la tech dans les jeux et l'évolution rapide du marché fait qu'entre l'idée initiale et le produit final, il y a énormément de différences. Donc nous, on parle plutôt d'œuvres collectives dans le jeu vidéo. Après, il y a des droits très spécifiques, comme ceux de la musique, par exemple, qui sont déjà régis et à ce moment-là, on se soumet à ces droits-là. Mais en tant que création du jeu, on n'identifie pas un scénariste, ce qui a rien à voir entre le scénario de départ et le scénario de fin. Donc, il n'est pas nécessaire de rentrer dans les modèles d'entraînement de la même manière. C'est bien que nous, on connaisse ces modèles, qu'on voit ce qui s'applique, ce qui ne s'applique pas, et qu'on respecte les spécificités du jeu vidéo. Et si en plus on l'empêche d'avoir son agilité, on n'y arrivera pas, d'autant que c'est une industrie créative qui est mondiale. Il y en a assez peu on parle pas d'export dans le jeu vidéo, c'est vraiment des produits qui sont développés pour le monde entier. On est en concurrence avec le monde entier, donc il faut aussi pouvoir jouer avec les mêmes cartes. Justement, et ça sera mon dernier mot,
On voit bien que ce sommet de l'IA qui va s'ouvrir donc dans quelques jours à Paris, sommet international, qui va d'ailleurs faire intervenir un certain nombre d'acteurs américains, ça va être le jeu d'une forme de polarisation entre la Chine, les États-Unis, au milieu de l'Europe. Est-ce que si dans le jeu vidéo, il faudrait qu'on ait un modèle européen qui se distingue? On parlerait presque de souveraineté culturelle en la matière. Souveraineté culturelle, je pense que quelque part on l'a dans le jeu vidéo parce qu'on a quand même des très très beaux acteurs du jeu vidéo. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et historiquement, enfin c'est pas que. Et puis d'ailleurs dans cette région, il y a eu historiquement énormément de studios français qui sont des gros acteurs au niveau mondial, et à la fois des studios indépendants, des gros studios, des studios mobiles, des studios consoles ou PC. Donc oui, on a toute notre place. Merci Déborah Papiernik, je rappelle, vous êtes senior vice-présidente chez Ubisoft, et on continuera à parler d'IA et culture dans un peu moins de 20 minutes avec l'écrivain Jonathan Verber. C'est la fin de cette troisième heure du Tech Fest Live, et on termine toujours en se projetant vers l'avenir avec nul autre qu'Ariane Cronel. Ariane qui va nous rejoindre au plateau. Ariane donc du podcast Enquête d'avenir, qui enquête sur l'avenir qui nous attend. On se projette donc avec toi dans 20 ans, et dans 20 ans, est-ce que la propriété privée aura encore un sens ? Écoute, je ne sais pas si elle aura encore un sens, mais pour le coup, peut-être que des pans entiers de nos ressources seront sortis de ce cadre de gestion qui est la propriété privée exclusive. Alors, on va prendre un petit instant et je vais vous proposer de fermer les yeux, juste 30 secondes, et de vous imaginer ce que vous ressentez si je vous dis qu'en 2027, après les prochaines élections, la propriété privée sera abolie en France. Alors, on vous laisse fermer les yeux pendant 30 secondes, le temps non, pour moi. Voilà. Alors, devant moi, on fait non, surtout pas. Alors moi, j'ai la même réaction que vous, c'est-à-dire que quand on me dit ça, en plus j'ai grandi dans les pays communistes, donc immédiatement j'imagine une armée de petits gardes rouges qui viennent me confisquer ma maison, ma voiture et m'emmener sur le champ dans un kolkhoz. Alors, juste pour avant de te laisser poursuivre, donc pour annoncer donc un beau programme aussi de discussion qui nous attend à partir de 16h. On accueillera au plateau de cette 4e heure l'écrivain Jonathan Verber, le CEO et cofondateur de Sirius Space Services, Antoine Fourcade, et on te laisse poursuivre sur la propriété privée. À tout à l'heure. Merci. Alors on l'a vu, les imaginaires collectifs sont pas très positifs quand on imagine d'enlever la propriété privée à notre quotidien. Donc je vous rassure, on va pas débattre des mérites comparés du système collectiviste et du système de propriété privée, mais quand même, on va se donner 2 minutes pour réfléchir quel est ce cadre de la propriété privée, puis à quoi il s'oppose. Et curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément, il s'oppose pas à la propriété publique. Hein. Les kolkhozes, c'est un peu la propriété publique. Non, en fait, la propriété privée, c'est plutôt une notion qui prend le contre-pied de la notion de commun. Alors, ces communs, vous en avez peut-être entendu parler. Ils ont été largement critiqués et déconsidérés par un écologue américain, évidemment, qui s'appelle Garrett Hardin. Et ce Garrett Hardin, qui est mort en 2003, il avait écrit en 1968 un article qu'il a intitulé « La tragédie des communs ». Et dans cette tragédie des communs, il affirme que si on n'a pas de propriété privée et si on a une ressource partagée par tous, sans cadre approprié, eh bien cette ressource, elle finit par être détruite par l'appât du gain des individus. Il prend l'exemple d'un pâturage laissé en libre accès et il dit chaque éleveur va vouloir rajouter un animal pour maximiser son gain et on va se retrouver avec un pâturage surexploité et stérile. Quand on regarde les espaces communs qui nous sont familiers, évidemment, ça a plutôt tendance à lui donner raison. Si vous prenez les parcs, les aires d'autoroute, les aires de jeu, quand on n'est pas propriétaire de ces lieux-là, on voit bien qu'on n'en prend pas beaucoup de soin. Il y a des détritus partout, c'est pas toujours très propre. Il y a des dégradations diverses et variées. Bref, une ressource mise à disposition, effectivement, elle risque de s'abîmer assez vite. Mais les communs, c'est pas une ressource en libre accès en réalité. Un commun, derrière, il y a une notion de responsabilité, de droit, de devoir et de gestion collective d'une ressource. Donc avec la notion de commun via la notion de communauté, et cette communauté a des responsabilités par rapport à la ressource en question. Alors aujourd'hui, on est à Tech Fest et dans le domaine de la technologie, poser la question des communs et de la propriété privée, ça revient à poser la question de la propriété intellectuelle. Et dans le domaine technologique, on parle ici de logiciels libres versus les logiciels propriétaires ou de modèles d'IA open source par rapport à des modèles d'IA
fermée. Et on a bien une ressource ici dont il est question, qui est le code. Alors indirectement, poser la question de la propriété privée, ça revient aussi à poser la question de la rémunération de l'innovation en matière technologique. D'un côté, on a le principe des brevets, et on est donc bien dans la propriété privée, et de l'autre, on a le principe libre de droit, et là, on est dans l'open source. Alors je ne sais pas s'il faut opposer les deux notions, je n'ai pas le temps de le traiter ici, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que dans la tech coexiste le système de la propriété privée et le système libre de droit. Quand on reste sur cette question de la propriété privée dans l'innovation technologique, quelque part, on vient toucher à la question de la rémunération de cette innovation. Ça serait quoi, par exemple, un juste équilibre entre aucune rémunération, dans le cas d'un logiciel libre, à part la satisfaction personnelle et éthique d'avoir contribué à l'avancée de la connaissance sur un morceau d'algorithme ou de code, et puis la culbute financière quand on a posé un brevet et qu'on se fait racheter son brevet pour une fortune. Finalement, aujourd'hui, notre site, il confie la définition de cet équilibre au marché en supputant que le marché va donner un juste prix à l'innovation. Mais d'une part, le marché peut se tromper. Et d'autre part, de quel juste prix parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un juste prix par rapport à des retombées liées à l'intérêt général? Ou est-ce qu'on parle d'un juste prix par rapport à des retombées financières? Là, vous me voyez venir. À travers la question de la propriété privée intellectuelle, se pose aussi la question de la valeur qu'on donne à l'innovation. Et si on réfléchit à cette valeur de l'innovation, alors on se dit, mais et les pouvoirs publics dans tout ça? Et l'évaluation démocratique de l'intérêt d'une innovation? Est-ce qu'on peut le réinjecter quelque part dans notre réflexion? Alors ici, je vais vous poser une question que j'emprunte à l'excellent essai de Anthony Galuzzo, qui a écrit un essai sur le mythe de l'entrepreneur dans la Silicon Valley. Et je vais vous demander, à votre avis, quel principal soutien a permis la réussite des entrepreneurs comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou encore Elon Musk? 1. Leur cofondateur. 2. Leur premier investisseur. 3. L'État. 4. Leur banque. Ou 5. Leur épouse ou leur partenaire. À votre avis? Oui, 3. L'État, absolument. Il s'agit de l'État. Et on a quand même un peu tendance à l'oublier, puisqu'on se raconte des histoires d'entrepreneurs géniaux qui ont inventé des trucs incroyables dans leur garage et qui ont fait fortune avec. Bon, Elon Musk, il a bénéficié d'un certain nombre de prêts publics, de même pour ses entreprises Tesla et SpaceX. Et quant à Steve Jobs, sans les investissements du Pentagone dans les technologies, jamais il n'aurait eu l'écosystème de la Silicon Valley pour développer ses innovations. Donc finalement, la propriété privée exclusive, elle permet à des acteurs qui ont largement bénéficié d'argent public, donc d'une autre, de s'approprier 100% du bénéfice d'une innovation. Là où un commun, qu'il soit physique ou numérique, permet de gérer un bien commun selon des règles qui organisent des responsabilités et des devoirs et des bénéfices de tous dans la durée. Alors je vous pose la question, quel est le domaine dans lequel vous aimeriez, vous, que l'innovation soit mise en commun ?